Et on n'a pas forcément les clés pour rentrer. Donc on est rentré avec une fondation américaine qui s'appelle RAMA. Les Américains, parce que vous savez que les Américains sont un peu impliqués sous différentes formes dans ce conflit ou dans cette occupation, voilà, comment vous voulez l'appeler. Donc ils ont un plaidoyer limité aux actes médicaux, ce ne surtout pas. Parce que bien entendu, quand on revient de Gaza, prendre soin, c'est pas simplement faire des diagnostics, opérer et enterrer, parce que les médicaments ne sont pas disponibles. C'est aussi raconter ce qu'on a vu, essayer de comprendre ce qu'on a vu, essayer de garder notre neutralité de soignant et d'être attentif à notre déontologie, notre éthique soignante, pour essayer de témoigner de tous les bords, et pas simplement à côté de ceux qui sont pro-palestiniens, pour essayer de trouver des solutions possiblement d'ouverture dans cette terrible crise de souffrance des deux côtés, de crise absolument terrible, où les personnes nous disent des deux côtés, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de paix. Donc ce qu'on va vous proposer là ce soir, c'est un temps donc, de présentation, puis un temps de questions-réponses. Les personnes israéliennes ont demandé depuis le début des événements à la population de descendre et de bouger à chaque fois. Donc vous aurez des témoignages tout à l'heure de soignants qui nous disent qu'ils ont dû bouger 4, 5 fois en laissant tout, en ne partant avec rien. Donc on rencontre souvent des médecins, des infirmières, avec les mêmes vêtements que lors de leur jour de départ. Ils n'ont que ça sur eux. Ils n'ont rien pu prendre, un peu d'argent, et souvent pas plus. Et ils décrivent des conditions d'exil, juste un soir. Donc ça c'est l'hôpital Émira. À côté de l'hôpital Émira, donc à Rafah, vous avez d'autres hôpitaux qui sont des petits hôpitaux de campagne, avec un ou deux blocs opératoires, dont des hôpitaux qui sont gérés par des Américains et par le Qatar. Et à côté, vous avez pas grand-chose, si ce n'est donc des centres de santé communautaires, avec des soignants qui essaient d'aider le plus possible à la médecine générale pour les patients avec des pathologies chroniques. Donc, bien entendu, vous imaginez une telle population, donc 1 200 000 personnes sur Rafah aujourd'hui, pour une ville qui en comptait 250 000. Vous comprenez que, déjà pour l'hébergement, c'est juste terrible. Donc, les gens cherchent à être en dur, mais il faut savoir aussi que les tirs de l'armée israélienne sont souvent extrêmement violents. Il suffit qu'il y ait un possible représentant du Hamas ou décrit comme tel ou un combattant pour que parfois l'ensemble du bâtiment soit détruit. Donc il y a des drones en permanence. Certains d'entre vous sont déjà allés à Gaza. Vous avez raconté ça, je ne croyais pas. Vous avez des drones experts à 300-500 mètres dont la seule fonction est de vous terroriser. Avec un bruit sourd en permanence. Et c'est terrible, c'est vraiment un son permanent que vous entendez jour et nuit, avec des bruits dans les oreilles, des mains sur les oreilles, vous entendez. Au bout d'un moment, vous n'entendez plus tellement ces bruits s'habite en vous. Ça reste en vous, ou ça reste encore en vous quelques secondes. À côté des drones bruyants, vous avez les drones silencieux, ceux qui surveillent, qui captent tout, toutes nos communications, nos téléphones, tout est filtré, tout est analysé. Et les drones tueurs, qui ne font pas de bruit, mais qui font des dégâts hallucinants. Khaled qui était aux urgences, vous dira un peu ce qu'il en est, sans rentrer dans les détails pour la cave. Voilà la réalité donc, de la population qui vit là-bas. Et donc un peu plus au nord, donc vous avez l'hôpital européen qui est à côté de l'hôpital Nasser. L'hôpital Nasser où nos équipes allaient juste avant qu'on arrive. L'hôpital Nasser qui a été bombardé, encerclé, les soignants pris en otage. Et l'hôpital européen qui est un hôpital qui est quand même assez bien sécurisé, dans la mesure où il y a quand même 25 000 personnes autour. Vous avez au moins 3 000 à 4 000 réfugiés à l'intérieur de l'hôpital. Donc c'est un peu compliqué, probablement pour les bombardements, parce que ça serait plus un carnage. Et puis il y a aussi quelques médecins étrangers, donc il y a les sur les Américains, ça fait un peu tâche. Donc pour l'instant, la population s'y sent en sécurité à tel point que ça crée des problèmes énormes. Puisque dans les services de chirurgie, par exemple de 40 places, pour 40 patients, vous avez 110 à 120 personnes. Chacun des services de chirurgie, il y a des personnes qui ne veulent pas quitter le service alors que leurs patients sont guéris. Moi je suis infectiologue, j'y suis allé pour essayer de voir comment on pouvait limiter les infections post-opératoires en améliorant la qualité des pansements. On a 2 infirmières pour 100 patients,
Ce pas des petits patients que l'on peut voir parfois en soins ambulatoires, ce sont des patients extrêmement lourds, avec des blessures extrêmement sévères, polytraumatisés, très fragiles, malnutris, qui vont faire des infections, ce d'autant qu'on n'a pas le matériel pour travailler correctement. Et dans ces services, donc, vous avez 60-80 personnes qui sont tellement terrorisées qu'elles ne veulent même pas aller dans le cours de l'hôpital dans les temps qui ont été mis à leur distribution, alors qui leur avaient été proposés. Donc il y a même eu des réactions violentes de certains de ces membres à l'égard de l'équipe soignante qui essayait de trouver des solutions, parce que les chirurgiens sont complètement dépités, ils travaillent jour et nuit, ils travaillent énormément, la population arrive avec des traumatismes hallucinants, et on n'a pas de solution navale pour les héberger correctement, prendre soin d'eux correctement, donc il y a énormément d'infections et de décès. Voilà. Mais tout autour de l'hôpital, vous avez aussi la vie, parce que vous avez un camp dans l'hôpital et autour de l'hôpital, et soit les gens meurent parce qu'ils restent enfermés dans leur détresse, soit ils vivent. Donc vous avez les barbiers, vous avez tous les commerces, celui qui fait du pain, celui qui recharge les batteries de téléphone. Vous avez les batteries, qui sont des batteries de 12 volts, qui sont chargées avec du 220, et là-dessus vous avez 30 personnes autour qui rechargent leur téléphone, parce que tout autour du camp, il y a l'écran camp où il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité, c'est en noir. Ils font la queue des heures, vous verrez dans les vidéos, pour pouvoir accéder donc, à de l'eau. De l'eau qui, bien entendu, ne peut pas être potable avec des bombardements comme ça parfois. Donc on a des épidémies actuellement importantes d'hépatite A, on a des dysenteries importantes. Et vous imaginez quand vous avez 25 000 personnes sur une petite surface, qu'il n'y a pas plus de sanitaires qu'avant, c'est-à-dire que c'est fait pour 2 000 à 3 000 personnes autour, mais pas pour 25 000. Tout déborde et tout est bloqué. Et que les stations d'épuration, que les propositions qui sont faites par la communauté internationale restent bloquées à 6 km, avec un désir franc que cette population puisse partir, pas seulement des armes, pas seulement des bombardements et des snipers, mais aussi de toutes les pathologies induites par la dénutrition, le froid et les diarrhées et le péril fécal. Voilà. Donc une situation vraiment apocalyptique. Quand j'ai vu le nombre de blessés augmenter de façon phénoménale, je me dis qu'il y avait besoin de soins chez cette population qui a été appelée à quitter les maisons, à quitter leur demeure et de descendre au sud sans rien dans les mains, sans avoir le temps de prendre quoi que ce soit. Maintenant, on s'est inscrit. Pascal vous l'a bien dit, donc il a fallu attendre presque 4 mois pour avoir l'autorisation et l'aval des autorités israéliennes pour le passage de Rafah, sachant que cette frontière, normalement, elle n'est pas sous la domination israélienne, elle est sous la domination de l'Égypte et de Gaza, les Palestiniens. Mais sous l'influence d'Israël et des États-Unis, ils ont un mot, ils ont finalement le dernier mot, et ils autorisent ce qu'ils veulent. Et c'est très dur pour des médecins, pour des volontaires, pour partir, s'ils veulent partir, aider. Donc il faut absolument avoir l'aval, et le dossier doit être déposé aux Israéliens. Donc le 22, on est parti de Paris pour arriver le soir au Caire. On a retrouvé les collègues américains, on était 7 Français, cette équipe qui est spécialiste de médecine d'urgence, anesthésie et médecine de guerre. Et on avait 6 Américains, 4 Britanniques et 6 Jordaniens. Dans l'ensemble, c'était plus une équipe chirurgicale avec quelques anesthésistes et les 2 urgentistes que nous étions. On a repris la route le lendemain avec le passage du Sinaï, une route qui a été longue à cause des postes de contrôle et checkpoints, et ça fait bien longtemps, plusieurs heures, sur les uns. On est arrivé, la nuit tombée, donc on a été reculé parce que le soir, le passage est fermé. On est revenu le lendemain, donc, et on a pu rentrer finalement à Gaza pour voir sur les camps et les réfugiés entassés dans des abris de fortune sous les tentes de mastic, sous de la tôle, des planches de bois.
On a traversé Rafah pour arriver après dans le territoire de Cannes, où se trouve l'hôpital européen. Européen parce qu'il a été construit par l'Union européenne et dirigé au début par l'Union européenne. Donc c'est un hôpital qui était bien équipé, qui marchait assez bien, d'une capacité de 300 à 400 lits. Pendant ces événements, il en accueille 900, dont 200 qui sont guéris ou en convalescence et qui ne quittent pas leur lit parce qu'ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus où aller. Donc, ce qui rajoute à la difficulté de la prise en charge des patients qui nécessitent une hospitalisation, dont les blessés et les opérés. Donc, il y a une pénurie de lits, une pénurie de brancards. Ça se répercute sur le travail aux urgences. Pour la prise en charge, c'est très difficile. Les soins étaient faits à même le sol, dans un état d'hygiène vraiment limite, dans une saleté, de la poussière, par manque d'eau, par manque de produits d'asepsie et de nettoyage. Vu la grande population qui envahit les services, les enfants, les familles, les gens vivent dans l'hôpital, donc ils ont leur cuisine, donc c'est pas chacun a un petit territoire avec une cuisine, avec une marmite, et la vie s'est déplacée de la maison à l'intérieur de l'hôpital. Les enfants qui jouent au ballon sont parés, bien sûr, des médicaments, des antalgiques, des antidouleurs, des anesthésiants, des morphiniques, des antibiotiques, des anticonvulsivants. Tout ça, il manquait. À côté de ça, les services de l'hôpital et les urgences travaillaient pratiquement sans biologie. Le seul laboratoire qui fonctionnait était en manque, était en rupture de réactifs, était en rupture de plein de produits, et même les tubes de prélèvement, ils étaient en manque. Justement, on est parti avec une liste qui comprenait, c'est vraiment désastreux, même les tubes, il y avait plus de types. Et il y avait des semaines où il restait un nombre très limité d'examens qui sont indispensables pour le suivi des malades, surtout les malades hospitalisés aux soins intensifs et en réanimation. Beaucoup de malades, des amputations, beaucoup d'amputations, des reprises de patients qui ont été opérés, on les reprenait parce que faute d'antibiotiques, faute d'examen pour contrôler ces antibiotiques, contrôler les bactéries, les microbes. Donc, le traitement n'était pas adapté et ça donnait des infections post-opératoires très graves qui finissaient le plus souvent par des amputations. Et le manque de nourriture, même à l'hôpital. L'hôpital, la ration était un repas par jour pour tout le monde, les soignants aussi. Nous aussi. Donc, on a vu des cas, et la plupart des blessés, des opérés, avaient des difficultés de cicatriser par dénutrition, justement. La dénutrition qui concernait aussi le service de néonatologie à l'hôpital Emarati, mère-enfant, chez lesquels, justement, il n'y avait pas de produits nutritifs, soit directement à manger, soit en injectable ou par sonde. De toute façon, si on sort de l'hôpital, comme on l'a vu sur les images, les tentes et les abris accolent directement à l'hôpital, rendant l'accès difficile. Il y a aussi une prolifération de nuisibles, d'animaux nuisibles. Il y avait des rats, et donc un risque de peste. L'assainissement était défaillant par augmentation du nombre d'habitants et de populations déplacées, le manque d'eau, le manque d'hygiène, le manque de chauffage, pas d'électricité. Tout ça rendait la vie de cette population
extrêmement difficile. Cela se passait à Khan Younes. On s'est déplacé plusieurs fois pour visiter les centres de soins à Rafah, plus au sud. Et c'est la même image, mais un peu plus grand. La ville de Rafah, elle comptait 250 000 habitants et elle en accueillait 1 500 000 après les déplacements. Et c'est le même problème, bien sûr, c'est l'insalubrité, c'est la pauvreté, c'est la famine. On avait assisté à plusieurs émeutes lors des distributions d'alimentation, de nourriture qui était fournie par l'organisation onusienne, l'UNRWA. L'UNRWA qui actuellement a été sanctionné par une baisse de son budget, car on accuse une dizaine de personnels qui travaillent à l'UNRWA d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. Elle n'est toujours pas vérifiée, mais on a commencé déjà les sanctions. Comme si on punissait la poste parce qu'il y a un postier ou un facteur qui a commis un vol ou un meurtre. On nous a dit que depuis qu'on était arrivé, 2-3 jours avant, ça s'est calmé. La plupart des blessés ne parvenaient pas à l'hôpital européen qui se trouve au sud. Donc la plupart des blessés du nord sont perdus sur le chemin où ils sont retenus par les forces armées israéliennes. Voilà un petit peu le tour du paysage de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu sur le sud de Gaza où on a été. On oublie souvent ceux qui ont des maladies chroniques et qui sont laissés abandonnés parce faute de médicaments tels que les diabétiques, l'insuline se garde au frigo, et il n'y a pas de frigo au niveau des tentes. Donc on a vu, on était témoin de personnes, d'ailleurs jeunes et décédées par manque d'insuline. Ajouter à cela les dialysés qui souffrent de manque d'eau purée et donc qui reçoit toute la population dialysée. Il a dû donc restreindre les séances de 4 à 2 et la durée de ces séances de 3 à 4 heures à 1h30. Les cancéreux, un seul centre de cancérologie sur toute la bande de Gaza, ce centre de cancérologie a été bombardé et détruit. Les maladies cardiaques, les hypertendus, les cardiopathies, de la même façon, il n'y a pas de médicaments et on a beaucoup de pertes. Sur 350 000 malades chroniques, on pense qu'il y a au moins 5 000 morts par faute de médicaments et de prise en charge. Moi, je n'ai pas rencontré d'animaux, je n'ai pas rencontré de terroristes. J'ai rencontré des femmes, des enfants, des parents, des grands-parents, comme vous, comme moi, les mêmes. Les mêmes maisons, les mêmes voitures, les mêmes diplômes, les mêmes engagements, je dirais même davantage d'engagements, parce que moi, quand les médecins là-bas me disaient à Tulkarem au mois d'avril, moi je suis médecin, ça fait 75 ans qu'on vit l'apartheid ici, et j'en étais témoin sur quelques jours, je n'aurais pas tenu plus longtemps. Donc, allez voir, si vous n'êtes pas allé, c'est juste hallucinant de voir que ça existe encore. Mais moi, médecin, même si le soldat israélien qui m'a volé ma terre, qui m'empêche de faire mon travail ou qui a empêché ma fille de passer son concours de médecine qu'elle préparait depuis 1 an, si ce soldat israélien est blessé un jour sur la route, je prendrai soin de lui comme un autre patient. Moi, je ne sais pas faire ça. Mais lui, je lui ai posé la question il y a 15 jours tellement j'avais été surpris. Il m'a dit c'est mon devoir, je le ferai. Et j'ai rencontré, moi qui ne suis pas musulman, j'ai rencontré beaucoup de musulmans qui ont une spiritualité telle qu'ils arrivent quand même à dire et à vivre des choses qui, moi, me dépassent complètement. Quand on vous détruit votre maison, quand votre femme et votre fils sont morts, quand vous êtes en exil avec vos 4 filles, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, que vous vivez dans un taudis, que vous continuez à soigner les patients, que vous êtes en train d'intuber une jeune fille pour une césarienne, et qu'au moment de l'intubation, il me dit « Je suis en train d'intuber une jeune fille, mais en même temps, je pense à mes 4 filles, je ne sais pas ce que je vais faire d'elle ce soir si jamais ça bombarde de nouveau. » C'est vraiment
terrible. C'est vraiment terrible. Quand j'ai vu mon ami Adèle, interniste infectiologue comme moi, à l'hôpital de Chifa, je l'ai vu revenir amaigri. Il me dit qu'il a perdu 15 kilos, porter 75 kilos de farine pour nourrir sa famille en allant à Rafa, en prenant un risque majeur, en payant 6 $ de taxi, alors qu'ils ne sont pas payés depuis maintenant 5 mois. Ils ont peut-être eu 500 $ sur les 5 derniers mois, ceux qui sont au sein de l'hôpital. Et tous les autres soignants qui sont encore survivants et qui ne sont pas complètement déprimés ou qui n'ont pas fui, sont là. Ils sont sur ce tout petit territoire minuscule. Ils sont beaucoup à l'hôpital européen. Et ils se donnent corps et âme pour leurs patients. Et quand cet homme me dit « Abdollah », c'est-à-dire grâce à Dieu, pourquoi on a peut-être perdu tout ça? Grâce à Dieu, je suis encore vivant, j'ai encore mes 4 filles, j'ai encore mes yeux, j'ai encore mes mains pour soigner mon peuple. Nous, on a tous été sidérés. Nous avons une humanité, d'un côté, merveilleuse, résistante, résiliente, et de l'autre côté, l'inhumain, le plus bestial. Franchement, moi, je suis premier terrain de guerre, donc je ne peux pas comparer. J'étais avec Zoué Alana, qui est gynécologue obstétricien, qui est resté 1 mois à Rafah, à l'hôpital de l'enfant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hôpital indonésien qui est tenu par Médecins sans frontières, et quelques postes aussi qui sont tenus par Médecins du Monde. Et donc, Zoué, avec qui on a fait beaucoup de débats et de rencontres avec les médias, racontait que c'était compliqué, la maternité. Mais qu'en même temps, les femmes là-bas, les familles là-bas ont beaucoup d'enfants, généralement 5-6 enfants. Que la seule maternité qui existe aujourd'hui, c'est la maternité de l'hôpital Amira, avec 2 blocs. Donc c'est quand même pas beaucoup. Qu'ils ont multiplié par 4, donc le nombre d'accouchements, donc plus de 90 accouchements par jour. Et pareil pour les césariennes, aux alentours de 40 césariennes par jour. Dans des conditions difficiles. Les médecins ne sont pas payés, les infirmières ne sont pas payés. C'est-à-dire que vous vivez dans une tente, dans des conditions d'hygiène très limites, vous ne dormez pas la nuit parce que ça bombarde tout le temps, et surtout dès le chant du coq et la prière du matin, mais ça peut être n'importe quand, et ça bombarde de manière complètement non ciblée, c'est-à-dire non ciblée, si c'est très ciblé, mais peu importe le nombre de dégâts collatéraux. Tout le monde arrive sans aucun triage, dans 2 salles, qui sont 2 salles dans un état pitoyable. Il y a 2 brancards, on soigne les patients à même le sol, on ne trouve pas le matériel pour faire les anesthésies, on ne trouve pas le matériel pour faire des sutures, quand on trouve, on passe 3 quarts d'heure de plus à faire des sutures parce qu'il n'y a rien qui marche bien. Et tout ça dans un contexte où il y a tout le temps des gens qui arrivent, Et que l'équipe de nuit, elle n'en peut plus, parce que ça a bombardé, donc elle est allée voir si c'était pas sa famille, qu'elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Donc moi je me suis retrouvé par exemple tout seul pendant 3 heures dans une salle où il y avait 6 patients graves et des patients qui arrivaient en permanence et des enfants morts. Et c'est juste terrible, terrible. Et donc là, il y a plus grand monde, il y a quelques médecins généralistes, il y a beaucoup d'étudiants, des étudiants qui sont remarquables, et donc beaucoup de soignants qui sont des soignants en fait des autres hôpitaux qu'on appelle volontaires, c'est-à-dire qui viennent travailler gratuitement, qu'ils ont accès à la nourriture quand la nourriture est disponible, quand les draps fonctionnaient. Maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et cette réalité-là est vraiment juste terrible parce que les collègues qui les connaissaient avant, beaucoup de collègues avec qui je suis parti, connaissent très bien Gaza depuis très longtemps. Certains d'entre nous ici sont déjà allés à Gaza et connaissent un Gaza qui ressemblait à la présentation de Paris, c'est-à-dire 2,5 millions de personnes pour 35 hôpitaux, avec des hôpitaux universitaires d'une extrême qualité. Des protocoles qui fonctionnaient très bien, des soins de grande qualité. Tout a été détruit. I am an ICU doctor. Je suis un médecin de réanimation. Before the war, la guerre, I have a normal life. Chaque matin, je me Every levais, single morning, I get je buvais up. mon café, Okay, regardant le taking soleil, coffee, prenant mon petit déjeuner avec looking ma to the sun, famille adorée. Et soudainement, tout a changé. La lovely guerre family. a tout détruit. Notre Suddenly, maison, notre everything is pays, changed. nos espoirs, nos vies. The war Toute chose a destroyed changé, everything. peut-être maintenant Our pour home, toujours. our Rien ne land, reviendra comme our avant. homes, Ni nos our maisons, lives. ni notre espoir. Everything C'est ce que je crois. I think Il for n'y a the aucune place en sécurité à Gaza. Où que tu ailles, où que tu marches, il y a un danger. That's Des what I- bombardements There is no partout, place safe in Gaza. des roquettes Everywhere partout, you walk, des tirs et des there is balles danger. partout, Danger. du sang Shelling partout, everywhere. des cadavres Rockets partout. everywhere. Nos hôpitaux sont remplis de Bullets victimes, everywhere. que des civils Blood qui ne everywhere. savent où aller et qui Dead courent bodies nulle everywhere. part.
Nous avons pris nos familles, 2-3 objets, un peu de lumière, quelques vêtements et peu d'eau, et nous avons couru, juste couru. C'est un très grand massacre. Nous avons eu énormément de victimes innocentes. Cela est en aucun cas acceptable. Vous demandez aux gens ici qui ont tout ce qu'ils veulent rentrer en sécurité, même dans une tente, en attendant de reconstruire une fois encore notre futur. Nous avons fui. Maintenant, tout a changé. Et la souffrance dans chaque aspect ou chaque coin de vie est présente en chacun de nous, dans sa composante somatique, psychologique et notre capacité à pouvoir nous projeter. En fait, on est à la veille d'une boucherie. Si jamais tous les gens ne se mobilisent pas pour un cessez-le-feu. Tout a été détruit, et volontairement. Et pas seulement ça, c'est leur mémoire qui a été détruite. Vous avez vu ces gens qui regardent leur portable, quand ils ont la chance d'avoir un peu d'électricité et de pouvoir allumer leur portable, c'est leur mémoire. Ils disent, c'est ma mémoire, je n'ai plus d'autre mémoire que ça. Ils ont même détruit les diplômes, ils ont même détruit les bouquins de médecine, ils ont même détruit, en plus d'avoir perdu les enfants, la maison, c'est les racines même. Donc c'est très touchant, c'est très dégradant pour ces personnes qui, d'après les médecins qui les connaissaient avant, étaient des personnes avec des maisons magnifiques, qui s'habillaient toujours de manière magnifique, avec des voitures magnifiques, et qui aujourd'hui, pour Zoulef, qui les connaît en particulier bien, et beaucoup d'autres, parfois sont un peu altérés, mal rasés, parce que c'est compliqué d'accéder à l'eau, avec des vêtements qui ne sont pas absolument extraordinaires. On a quasiment tous laissé nos vêtements là-bas quand on est parti. Ils avaient froid, ils n'avaient pas assez de chaussettes, ils n'avaient pas assez de chaleur, parce qu'il faisait froid la nuit. Donc voilà un exemple pour vous dire dans quel état ils sont. La maternité, Zoulef, quand il en parle, il dit « J'ai la chance de faire un métier où la vie, la naissance, c'est un pied de nez à la mort. » Donc il disait même à Rafa, où c'est un lieu vraiment compliqué. Rafa, c'est vrai que moi j'étais une fois à Rafa avec lui, la route est quand même dangereuse, il y allait tous les jours. J'ai vu les soignants beaucoup plus fatigués, qui fermaient les yeux quand on en parlait tellement ils étaient fatigués, parce que les nuits sont très compliquées. J'ai vu des soignants qui avaient vraiment faim, j'ai vu des enfants sales, pieds nus, alors que c'était pas du tout le cas, et j'ai vu des enfants qui perdaient le sourire. Il se trouve qu'on a eu la possibilité d'aller après la maternité dans une des écoles qu'on voit sur les photos. Tiens, on va chanter la chanson qu'on chantait entre Paris et Bruxelles. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Ils ont mis à chanter tout ça, et c'était extrêmement touchant et émouvant. J'en suis rendu compte que c'était dangereux, parce que c'était un regroupement. Donc on a dû se cacher dans l'hôpital pour éviter qu'ils soient tirés. Vous allez voir des enfants qui ont besoin de rire, des enfants qui sans cesse nous attrapent par la main, comment tu t'appelles, viens jouer avec moi. Et des enfants qui sont d'une résilience extraordinaire, comme les adultes, mais ils nous disent, on n'a pas le choix. Si on regarde ce qui se passe, si on se lamente sur ce qui se passe, on meurt. À l'aide humanitaire. Donc on parle beaucoup de communication, de parachutage, de bateaux. L'aide, ce dont ils ont besoin est à 6 km des différents hôpitaux, voire 2 km quand ils habitent à Rafah. Tout est bloqué. Tout est bloqué parce qu'il n'y a aucune indépendance de l'Égypte à l'égard de l'Amérique et d'Israël. Et donc, voilà quelque chose qui pose vraiment souci. Ce qui pose aussi vraiment souci, c'est de l'humanitaire qui demande des accès pour l'humanitaire, pour la sortie de certains blessés, sans demander en priorité l'arrêt immédiat des bombardements, l'arrêt immédiat des tirs des snipers. On ne vous a pas montré les photos des tirs des snipers, on a toutes les preuves que ces tirs de snipers sont là soit pour tuer des enfants dans la tête, nous avons beaucoup de photos, des journalistes dans la tête, nous avons beaucoup de photos, des interventions à propos des 2 journalistes d'Al Jazeera qui ont été ciblés dans la NSR. Nous avons tous les éléments de preuve, les comptes rendus des auteurs, des chirurgiens qui s'en sont occupés. Et aussi pour blesser et pour handicaper. Pour handicaper à vie, en tirant dans les genoux. Le nombre d'enfants amputés est hallucinant, le nombre d'adultes amputés est absolument hallucinant. Donc tous ces éléments sont là, et vraiment, il va falloir en faire quelque chose. Par
c'était la première mission. Il y a deux choses qui m'ont un petit peu choqué. D'une part, j'ai été très ému par leur changement de représentation, parce qu'ils sont arrivés avec des représentations qui ont quand même beaucoup bougé en rencontrant cette magnifique mentalité et cette humanité qui nous a tous bouleversés. Donc, entre eux sont venus un peu comme des shérifs. L'humanitaire, parfois, c'est ça. Donc, il faut faire vraiment attention. Tout l'enjeu aujourd'hui, et pour ça, on a fait des audios et des vidéos, c'est de laisser la parole aux personnes directement concernées et laisser leader de ce qui se passe, parce que sinon, c'est juste terrible, et surtout, d'éviter un humanitaire qui va faire de nouveaux ravages, peut-être aussi puissants, parce que nous n'avons pas la vérité absolue. On entend tous les jours là-bas aujourd'hui. Mais qui vous êtes, vous? Qui vous êtes? Les Occidentaux, à nous parler des droits de l'homme? Regardez, où vous êtes? Moi, en Cisjordanie au mois d'avril, et là, combien de fois on m'a dit, mais rentre chez toi. C'est bien de venir nous aider à soigner, mais rentre chez toi. Parce que ce que l'on vit, c'est à cause de vous. C'est votre silence et votre hypocrisie qui est responsable de ça. Donc nos interventions aux uns et aux autres, dans les différentes instances politiques, dans les médias, lorsqu'ils nous acceptent, c'est pour parler de ça. Et donc on va pouvoir réagir après et rebondir un peu aussi après sur comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on se sent tous maintenant qu'on a les informations, on ne peut pas ne pas avoir les informations. Les informations qu'on apporte, elles sont disponibles, d'autres informations sont disponibles, mais on ne peut pas dire il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de journalistes. Hier, on a passé pour la première fois 2h30 de conférence de presse à Marseille. J'ai vraiment béni Marseille hier parce que depuis qu'on est rentré, le 22 février, tous les jours, on a 2, 3 conférences, on rencontre du monde partout. C'est la première fois qu'il y a une approche multiculturelle avec des questions ouvertes qui permettent de parler de tout, sans être immédiatement catalogué comme quelqu'un qui est antisioniste, qui est pour le terrorisme. Non, je crois qu'ici, nous sommes nombreux, et en France, et en Israël, et en Palestine, à ne pas supporter l'extrémisme, à ne pas supporter la violence de l'enfermement. Et donc toute la question aujourd'hui, c'est comment on peut trouver les points communs que l'on a. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que le besoin de sécurité absolue des Israéliens, évidemment, il s'entend. Le traumatisme majeur du 7 octobre, évidemment, il s'entend. Il doit être reconnu, il doit être entendu comme une souffrance insupportable. De la même manière qu'ils doivent reconnaître comme une souffrance insupportable le traumatisme absolu et permanent de ces populations civiles qui vivent depuis 5 mois des choses terribles. Osons la rencontre. Quand je suis rentré, j'ai passé 4 heures à écrire mon texte de Charles de Gaulle dans l'avion, et je me suis dit, c'est un texte où je parle beaucoup de l'humanité palestinienne que j'ai rencontrée, mais je ne parle pas du tout des autres. Donc la question, c'est comment on fait aujourd'hui pour sortir un peu de nos manifestations avec nos drapeaux, où finalement on défend la cause, où on défend les martyrs, où finalement on porte des foulards et des drapeaux qui empêchent la relation de l'autre, parce qu'on est finalement complètement catalogué, pour pouvoir finalement peut-être rencontrer l'autre autrement. Juste une anecdote. On était avec Bouche Blanche pour Gaza, dont je parle aussi tout à l'heure, parce que j'ai fait une traque de Bouche Blanche, et d'autres associations et collectifs devant Robert Debré, c'est l'hôpital pour enfants à Paris, samedi matin. Manifestation à 11h. Bon, 11h, c'est pas dedans, 11h, ça commence un peu plus tard. Ils essaient de rentrer dans l'hôpital. Je suis allé un peu tard, avec les drapeaux, les défis, pour essayer de rencontrer les soignants. La sécurité leur dit c'est pas possible. Donc ils se reculent en disant c'est pas possible. Et ils font comme ça, au bord du trottoir, avec un drapeau, devant les bus, sans que personne ne réagisse. On réfléchit à plusieurs et on dit bon, c'est pas ça qu'on veut rencontrer les gens. Donc on a quitté tous les drapeaux, tous les défis, on est rentré un par un, on s'est retrouvé à l'intérieur de l'hôpital discrètement, et là on est allés les uns les autres, par 3 ou 4, dans chaque salle de soins. C'était lors de la pause, ça tombait bien. Et on a pu discuter, on a pu échanger. Il y avait un Antillais qui tout de suite a dit on souffre de voir ce qui se passe, mais on ne peut pas en parler. Ça réveille en moi l'histoire coloniale. J'ai entendu ça depuis que je marche, j'entends ça depuis le retour à chaque soirée, dans les quartiers en particulier. On nous appelle colons. De l'autre côté, il y avait une femme khmer, une infirmière, qui a dit mais c'est terrible. Tous les jours, je revis ce que j'ai vécu, comme khmer dans les camps, où j'ai perdu une grande partie de ma famille, où j'ai vécu la famine, où j'ai vécu la typhoïde.
Et donc c'était intéressant de voir qu'à partir du moment où on n'était pas encarté, où on n'était pas complètement stigmatisé, on pouvait essayer d'ouvrir quelque chose. Ça commence un peu à bouger. Hier, pour la première fois, on a eu des médias nationaux. Tout à l'heure, c'est un peu bizarre, on a passé 10 minutes avec BFM, qui pourtant, avec des questions qui étaient plutôt ouvertes et une attention ouverte. On va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'il y a un petit frémissement. Par exemple, je vous donne une autre anecdote. Quand je suis rentré au mois d'avril, je suis rentré de 3 semaines d'évaluation des services hospitaliers en Cisjordanie, avec des idées, en voulant travailler avec les équipes de Croissant Rouge, et donc en voulant en parler autour de moi, dans ma famille. On m'a dit, chut, n'en parle pas, ça va être le désordre. Parce que j'ai une nièce qui a comme compagnon un juif. On m'a dit, on ne sait pas ce qu'il pense, on n'ose pas lui dire, donc on n'en parle pas. Il se trouve que juste la veille du départ à Gaza, on dîne ensemble, à la fin du repas, il vient voir, on n'a pas eu parler de ça, il me dit, tu sais, on peut en parler, je suis complètement contre ce qui se passe actuellement en Israël, cette extension coloniale, ce sionisme, je ne sais pas du tout moi, mais je ne peux pas en parler, j'ai peur. Si j'en parle autour de moi, on me rejette complètement. Dans la famille, ça va à peu près et encore, mais dans mon milieu de travail, je ne peux pas du tout en parler. Et donc, c'est quand même intéressant de voir aujourd'hui, il me demande des vidéos, on peut en parler. C'est quand même intéressant de voir qu'on a chacun des représentations qui finalement empêchent la rencontre. L'autre jour, je suis chrétien, j'étais à la messe, j'étais avec un Congolais en Normandie. Je vais le voir à la fin, je lui dis pourquoi vous n'avez pas parlé de Gaza? Il me dit j'ai pas le droit. Je lui dis mais quoi, vous n'avez pas le droit? Vous avez des évêques qui sont un peu positionnés, vous avez un pape qui s'est un peu positionné. Oui, mais j'ai pas le droit, mon évêque ne veut pas. Il me dit, vous savez, ça me fait souffrir. Parce que moi, je suis congolais, il n'y a pas que la Palestine. La non-application du droit international, c'est quelque chose que beaucoup. Et il dit, je suis très malheureux de ça, mais je ne peux pas faire autrement. Et quand il est sorti, après, je lui dis, et Jésus, il dirait quoi du silence de l'Église? Et il m'a dit, il n'y a que Jésus qui sait. On est quand même dans un moment où il y a quand même un silence qui est terrible. Le fait que les conseils de l'ordre, par exemple les médecins, on les sollicite depuis le 10 décembre directement, avec envoi recommandé. Il y a maintenant 250 signataires depuis plus de 2 mois et demi, ne répondent pas. Ou répondent, nous verrons plus tard, ou nous sommes d'accord avec la position de l'Association médicale internationale qui dit qu'il ne faut pas toucher aux soignants, mais rien de plus. Alors que 2 mois après le début de la guerre en Ukraine, il y avait des publications partout. C'est ça. Le fait que dans l'hôpital, par exemple, 150 soignants, j'ai demandé très rapidement à faire 1 minute de silence. Et on m'a dit non, nous n'avons pas reçu de directive du ministère. Donc je vais aller voir la communauté médicale d'établissement. Je vais voir la communauté médicale d'établissement. Ah non, on ne peut pas faire passer un message comme ça, fais-le tout seul. Donc j'ai écrit à 150 médecins, sur les 150, il y en a 8 qui disent oui, ok, on va venir à la minute de silence, attends, à l'extérieur de l'hôpital. On s'est retrouvé à 2 avec un Palestinien. Il n'y a aucun collègue qui a pris la moindre nouvelle, alors que je suis très inséré dans les équipes de l'hôpital, de ce qui se passait là. Au Parlement européen, on a été reçus par 3 parlementaires. On est quand même les premiers témoins à venir parler de l'hôpital européen, qui est quand même tout proche du bombardement et dans un état catastrophique. 3 parlementaires. Pourquoi? Parce que c'est la gauche et l'extrême gauche qui nous a invités. C'est pas mal. Depuis le début, on demande une invitation transpartisane. On n'y arrive pas. Et au mois d'octobre, avec une association allemande à la recherche des réfugiés dispersés en mer, donc des murs en mer, des murs autour de l'Europe, des murs de Cisjordanie, des murs qui enferment Gaza depuis tant d'années. Et on imagine l'autre comme quelqu'un qui finalement peut être un animal. Zouer a eu une information d'un de ses amis qui lui a dit « Si tu vas au Parlement européen, s'il te plaît, dis-leur de nous considérer au moins comme des animaux, parce que je crois qu'en Europe, ils aiment les animaux. » C'est dramatique. On va parler des collègues palestiniens qu'on a trouvés sur place. Ils étaient suffisamment en nombre. Ce qu'on a remarqué chez eux, beaucoup de volontaires, et une présence, une responsabilité très respectable. On a trouvé un personnel totalement exténué, totalement meurtri. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu de la famille, ils sont tristes. Et certains d'entre eux, ils sont dans un état de sidération. Il y a beaucoup de médecins des hôpitaux qui ont été détruits, qui sont venus travailler et aider à l'hôpital qui restait, c'était l'hôpital européen.
Mais notre présence, nous ont-ils dit, était là comme témoignage de solidarité, était là comme vraiment un témoignage de respect pour ce qu'ils font. Actuellement, ce qui est urgent, c'est surtout un cessez-le-feu pour pouvoir apporter de l'aide, prodiguer des soins, parce que travailler dans l'état dans lequel on a été là-bas, c'est juste impossible, parce qu'on soigne d'un côté et les victimes arrivent de l'autre. On construit des tentes et on détruit des maisons, on détruit des hôpitaux. Pour pouvoir négocier, il faut un minimum de respect de l'autre. Et ça, malheureusement, actuellement, c'est quelque chose qu'on recherche. Et justement, il faut la retrouver. On a apporté quelque chose, mais la tuerie, le massacre continue. Avant d'aider, il faut cesser de nuire. Ça, c'est la logique. Les responsabilités, elles sont américaines, elles sont aussi européennes. L'Europe, c'est le premier fournisseur, c'est le premier marché d'Israël. Et on a les moyens d'arrêter Israël. Le seul problème, c'est d'en arriver à les prendre, ces moyens. Boycotter, oui, c'est sûr qu'on ne va pas arrêter l'économie israélienne. Mais je pense que c'est symbolique. Donc ça a fonctionné, on en a parlé tout à l'heure dans le quartier nord, ça a fonctionné pour l'apartheid. Une action militante a fini par apporter ses fruits. Et l'action a démarré actuellement en Europe, ça marche un peu mieux dans d'autres pays, mais même en France, moi j'ai trouvé, avant de partir et après mon retour, qu'on peut parler. Avant, on ne pouvait pas parler. Moi j'ai un patient qui a juste posté que c'est injuste de mettre la couleur de la mairie de Toulouse à la mairie de Toulouse aux couleurs du drapeau israélien. Il a demandé pourquoi pas les deux. Il a été 3 jours en garde à vue. Des perquisitions à domicile. Je le connais, je connais sa femme, ses enfants. C'est absolument pas un activiste ou un extrémiste. Je pense qu'il faut continuer les actions, il faut diversifier les actions, parce que faire une marche tous les dimanches, tous les samedis, ça finit par après se fatiguer et le nombre diminue. Je pense que le traitement à 2 poids, 2 mesures, au retour, mais on n'a pas eu de médias nationaux, absolument pas. On a été boycottés. 2 jours après, on a été reçus à l'Assemblée nationale. La même chose. Des médias étrangers sur Internet, mais pas de chaîne nationale. Absolument, on a été encore boycotté. On a été boycotté aussi par la majorité. Donc on n'a eu que la gauche qui nous a reçus et qui nous a entendus à l'Assemblée nationale. La même chose s'est répétée au Parlement européen et la même chose au Sénat. On a senti le changement juste après la décision de la Cour de justice internationale. Là, les gens, les personnalités politiques, ils ont changé de temps. L'aide est bloquée, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont dans les camions à l'extérieur. Vraiment, c'est hallucinant ce qu'il y a. Des hôpitaux de campagne qui peuvent traiter des dizaines de personnes, du matériel pour le stérile, des antiseptiques. Le matériel est là, simplement ça ne rentre pas. Comme les médecins ne rentrent pas. C'est-à-dire qu'on a renforcé l'équipe des urgences et de réanimation. Donc il y a des choses qui fonctionnent avec des locaux. Mais qui dit locaux, il faut aussi un peu les soutenir parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc il faut leur donner un petit chouïa, donc on les paye $3 de l'heure. C'est juste terrible. Mais en même temps, si on fait comme les Américains et payer $3 200 par mois, qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi. Donc voilà, on essaie de soutenir sans non plus remplacer tous les systèmes qui existent. Les accréditations, donc c'est extrêmement compliqué. Moi, je suis extrêmement étonné d'avoir pu rentrer. Il y a beaucoup de soignants sur place. Ils nous disent, nous avons besoin que vous veniez avec des médicaments, avec des commandes dont on a réellement besoin. Et on a besoin de souffler. Lorsque le collègue Chérif, qui est un bon gars, a dit, si on peut vous permettre de souffler, allez voir vos familles que vous avez pas vues depuis des semaines. Et tout de suite, les médecins alors ont dit, oui, c'est ce dont nous avons besoin. Mais nous avons besoin aussi que vous nous aidiez à travailler, que vous nous aidiez à organiser nos services, que vous aidiez pas à faire à notre place et pas à nous montrer qu'en fait vous faites beaucoup mieux que nous et qu'on allait bien. Parce que depuis qu'on est rentré, on a des journées de 12-14 heures parce qu'on doit tout faire. Donc clairement, tout ça fonctionne
sur des bénévolats. Donc les équipes de communication que j'hyper sollicite par rapport à toutes les audios, toutes les vidéos qu'on s'est montrées, sont épuisées. Les équipes logistiques ne sont pas suffisamment formées à la logistique. Donc on a besoin vraiment d'aide. On a besoin d'aide. Clairement, on reçoit des listes toutes les semaines qui sont vraiment précises sur des besoins précis. On a des cartons qui se mettent en place un peu ici, beaucoup au Caire, mais finalement les cartons partent, ils ne sont pas numérotés, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça arrive dans un endroit où c'est mis dans un stockage, et quand on y retourne le lendemain, tout n'est plus vraiment là. Donc il y a des choses qui disparaissent un peu, parce que quand vous n'avez plus aucune sécurité, plus aucune structuration, plus de directeur vraiment d'hôpital fonctionnel, plus de cadre qui fonctionne vraiment, ça part en why, ça se comprend. La première demande là-bas, c'est trouvez-nous des agents de sécurité, puis qu'on puisse sécuriser les urgences, qu'on puisse sécuriser le bloc opératoire, qu'on puisse sécuriser nos services de chirurgie, qu'on puisse travailler. Et on ne trouve pas d'agents de sécurité, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur parce que qui dit agent de sécurité avant, c'est qu'ils travaillaient en lien avec le gouvernement, qui travaillent en lien avec le gouvernement, même si je ne partage pas la philosophie du gouvernement, c'est étiqueté à main, donc c'est tout direct, donc ils se font très discrets. Et ensuite, quand vous avez une population qui ne mange pas, qui ne dort pas, qui a froid, qui est terrorisée, faire l'agent de sécurité, vous pouvez donner $350, ça ne suffit pas. Donc on ne trouve pas. Donc s'il y a des gens de sécurité qui veulent être arabophones, qui veulent aller bosser là-bas, on a dit c'est un bon plan pour pas de mettre. Mais clairement, si vous avez des compétences en communication, vous avez du temps, si vous avez des compétences en logistique, vous avez du temps, s'il vous plaît, contactez pas le même. Moi je mets la pression pour qu'on recrute du monde, parce que clairement c'est trop, quoi. Organiser des soirées, négocier avec les facs, se balader. Odile a été épuisé par toute la sollicitation en quelques jours. On a un témoin comme ça, on s'expose. En même temps, moi je fais le pari que plus on est médiatique, moins on a de risques. Mais pas forcément, on a quand même quelques petits risques aussi. Mais en même temps, tant mieux qu'ils viennent, parce que s'il y a des risques, ça va aussi illustrer une certaine violence à l'égard de ceux qui prennent la parole et qui disent des éléments factuels. Bon, moi je suis ni de droite ni de gauche, je suis au milieu, j'ai l'impression d'être neutre, d'être juste en équilibre avec ma conscience et mon éthique. Je ne suis pas d'un parti, je ne suis pas contre les Israéliens, contre les Juifs, pour eux. Moi je veux juste que le droit international soit respecté, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est un angle d'approche important pour ce conflit-là, qui n'est pas vraiment un conflit, une colonisation qui est hors cadre réglementaire. Et je pense que c'est important de revenir sur la manière dont on nomme les mots, faire attention à comment on se positionne, et puis franchement, chacun d'entre nous, c'est pas donner des sous, c'est pas faire du caritatif, on donne du sous, on se déculpabilise en disant j'ai fait quelque chose en donnant des sous. C'est bien de donner un peu de sous, mais pas trop, parce que sinon ça crée n'importe quoi. Surtout du temps et du courage. À Bouche Blanche pour Gaza, il y en a une qui arrive avec son petit voile et qui rentre dans un bus tous les jours, et dans un train tous les jours, qui prend la parole. Qui dit, messieurs, dames, je ne viens pas vous demander de l'argent, je vais juste vous raconter moi, comme soignante, ce dont je suis témoin par mes contacts réguliers avec les soignants qui sont là-bas. Et elle parle pendant 2 minutes. Elle dit, vous ne pourriez pas dire que vous ne saviez pas. Donc il y a des gens qui applaudissent, il y a des gens qui sourient, il y a des gens qui ne disent rien. Elle y va seule, ou elle y va avec sa petite fille. Elle trouve que son courage dépasse largement le mien et qu'elle mérite beaucoup plus d'applaudissements que ceux qu'on a eu à l'arrivée, qui franchement me paraissaient totalement déplacés, si ce n'est à tourner la tête en disant c'est eux que vous applaudissez. Des imams d'une mosquée de Marseille qui disaient son engagement, son désir de pouvoir parler de ces questions-là, mais du danger pour lui. Clairement, dans toute mosquée, ils nous disent que les renseignements généraux sont là, et dès qu'un discours est un peu tendancieux, mais reste à savoir, regarder les 650 accusations d'apologie du terrorisme, regarder le nombre de noms maghrébins à l'intérieur, et regarder pourquoi certains d'entre eux ont été accusés d'apologie du terrorisme alors qu'ils rappelaient simplement le droit international. Ils disent, pour certains, simplement ce que disent Amnesty International, l'ONU, simplement, il ne faut pas le dire peut-être quand on est musulman. L'autre jour, j'étais avec ma mère, qui est une catho très engagée, je lui dis, mais dimanche, tu te lèves dans l'assemblée, tu prends un des versets, et puis tu dis, aimez-vous les uns les autres, ou n'ayez pas peur, et pourquoi on ne fait pas ça chez les protestants, pourquoi on ne fait pas ça voilà. Ça, c'est pour les croyants. Mais pour les non-croyants, j'argumente, j'ai des éléments pour argumenter, et que j'ai pas peur d'être accusé d'antisionisme. Quand on est allé au Sénat, le 7, un sénateur m'a dit hier, ça a failli passer une voix près.
antisémitisme, antisionisme. Les médias belges et les politiques belges sont d'une ouverture que nous n'avons plus ici. Il est peut-être temps de se saisir, parce qu'on construit des murs qui finalement favorisent l'extrême. Moi, si je demande à rencontrer Emmanuel Macron depuis mon retour avec les différents réseaux que j'ai, qui me répond oui, je vais vous mettre au calendrier, qui me balade à chaque fois, c'est pour lui dire ça. C'est-à-dire qu'il nous vend à tout prix une lutte contre l'extrémisme, qui a adopté un discours très à droite, mais qu'est-ce qu'on fait? On construit des murs, et clairement, là, je suis très en contact avec les gens des cités aujourd'hui, parce que beaucoup ont marché avec nous, et ils nous disent, les petits frères, ils sont prêts à tout casser. Les grands frères essaient de les retenir, donc par exemple, j'en ai un, là, ils sont 350. Il me dit, il y en a 30 que je peux réfléchir, qui peuvent raisonner. Les autres, ils veulent tout péter. Est-ce qu'en fait, la partie adverse n'attend pas que ça? Quand on était en Cisjordanie, j'étais en Cisjordanie au mois d'avril, c'était le moment où Netanyahou avait de gros soucis avec la société israélienne qui refusait complètement la réforme judiciaire. Et il a tout fait pour que ça pète. Et les Palestiniens que j'ai rencontrés ont tout fait pour que ça ne pète pas. Franchement, ils sont allés très loin. Imaginez pour les chrétiens que dans nos églises, on rentre et qu'on s'assied ou qu'on fasse n'importe quoi à la place de l'autel. Imaginez pour les protestants qu'on fasse n'importe quoi dans votre lieu. Pareil pour les orthodoxes, pareil pour les musulmans. C'est honteux quand on donne $2000 à des extrémistes pour qu'ils aillent égorger une chèvre dans la mosquée Al-Aqsa, quand on interdit l'entrée à la prière à la mosquée Al-Aqsa, ou quand un étudiant en médecine qui vient secourir un croyant qui se fait taper dessus, et parce qu'il vient de secourir un soldat lui tire dans la tête en disant, dans la narration, il a voulu agresser un soldat israélien, c'est honteux. Et c'est la réalité. Regardez les deux événements qui sont passés cette semaine en France, à l'agression qu'il y a eu au cours de la marche pour les femmes palestiniennes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler à Montpellier. Moi, je suis en contact direct avec les gens qui étaient en première ligne de cette marche. Combien de manifestations pro-palestiniennes pour les droits, pour l'application des droits humains, ont dégénéré depuis la mise en l'autorisation? Aucune. Est-ce qu'il y en a eu? Visiblement aucune. Il n'y a aucune violence. Là, il y a eu violence, pourquoi? D'après la narration qui a été annoncée, à vérifier, tout est à vérifier des deux côtés. Un groupe de femmes juives est arrivé, extrêmement monté, a mis la pression, soutenu par une trentaine de personnes armées. Je ne sais pas s'il y avait des gagoules, en tout cas il y avait des matraques, il y avait des gants avec un peu de fer dedans. On bloquait la route au cortège pacifique, on cherchait la noise, donc il y a eu une tentative de passage, il y a eu des coups à l'égard des femmes palestiniennes, et donc un des acteurs, tout ça c'est sous réserve de vérification, mais en tout cas il y a beaucoup de vidéos d'acteurs directs qui l'ont vu, après une poubelle, la mise au sol pour séparer, cet acteur je le connais, c'est Omar d'Urgence Palestine, avec qui on a résolu un problème extrêmement complexe, quelqu'un d'extrêmement réfléchi et posé dans sa tête durant la marche Paris-Bruxelles. Et donc, les bouteilles se sont renversées, à ce moment-là, il a été gazé. Il a pris une bouteille pour l'envoyer sur celui qui le gazait, et c'est la seule image qui est restée de cette scène-là. On n'a pas vu les images d'avant, on n'a pas vu les images d'après, et d'après les personnes qui étaient sur place, les forces de l'ordre ont soutenu donc, ce groupe qui était avec les femmes juives, les ont exfiltrés et certains d'entre eux ont eu des badges de sécurité. Voilà, une réalité sous une autre forme que celle qui a été transmise. Sciences Po, qu'est-ce qu'on a fait? Samedi, on était à l'École nationale supérieure à Paris. Ça a commencé par des jeunes qui ont dit « nous soutenons Sciences Po ». Ils ont raconté la narration. Moi, j'ai vu la narration l'après-midi par le média qui avait reçu donc, les acteurs qui avaient organisé la rencontre à Sciences Po. Ils ont réservé un amphi. Dans les médias, ils ont squatté un amphi. Donc, ils ont réservé un amphi. Il y avait l'agent administratif qui était là. Et ils ont interdit effectivement l'entrée à une personne qui avait été repérée comme filmant pour pouvoir ensuite mettre sur les réseaux sociaux et harceler. Quand on fait attention à solliciter l'agent administratif qui avait la responsabilité de l'amphi pour signifier donc à cette personne qui n'était pas désirable, pas à cause de sa religion, mais à cause de son comportement, qu'elle n'était pas la bienvenue. Ça a été traduit visiblement dans les médias, comme vous l'avez vu. Les Juifs ne peuvent plus accéder aux amphis de l'école. Quand on était à l'Université libre de Belgique, on était avec 300 étudiants dans la salle de fac, qu'on a eu comme ça, contrairement à la salle ici. Et qu'est-ce que nous ont dit ces étudiants quand j'aurais posé la question? J'aimerais bien qu'il y ait parmi vous des étudiants qui ne soient pas d'accord avec nous pour qu'on puisse avoir un débat un peu contradictoire. Il m'a dit, vous n'en verrez pas. Quand ils viennent, ils se cachent et ils prennent des photos et ils nous harcèlent sur les réseaux sociaux.
Donc on arrive à quelque chose, une narration non vérifiée, reprise en boucle par les médias, un Premier ministre et un président qui prennent position. Où est la démocratie? Donc c'est ça qui se joue en ce moment, et c'est vraiment ce qui se passe à Gaza vient nous renvoyer ça, et vient ouvrir la porte à toute la dérive extrême. Donc un président qui est quand même normalement garant de l'ensemble de l'application des droits pour l'ensemble des Français, liberté, égalité, fraternité, la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, s'il ne fait plus ça, c'est qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Et moi, comme médecin, c'est de mon devoir que d'aller lui dire. Voilà les forces de blocage. Mais je pense que ça passe vraiment par un changement des représentations individuelles. Quand on ne connaît pas l'autre, on imagine qu'il est dans l'avion. En arrivant à Tel Aviv, j'ai discuté avec un couple de juifs au mois d'avril, parce que là, je ne peux plus passer par Tel Aviv. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, quoi? Vous allez en Cisjordanie, derrière le mur? Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux, ils sont très dangereux. Peut-être que vous allez mourir, peut-être que vous n'allez pas pouvoir sortir. Et je me dis, mais quand la rencontre a lieu, on se rend compte qu'on est les mêmes. Donc, il n'y a pas de journaliste sur place. Les journalistes nous mettent la pression pour pouvoir rentrer. Mais non, c'est pouvoir se prendre une balle dans la tête, c'est pas nécessaire. Nous, on est un peu ouverts. Moi, je voulais retourner il y a 15 jours. Je ne suis pas allé parce que j'ai eu des informations qu'il valait mieux que je n'y retourne pas et que peut-être témoigner, c'était peut-être plus important ici. Et j'ai écouté ce que m'ont dit les collègues palestiniens. J'espère y retourner au mois de juin parce que j'espère que cette situation va s'arrêter. Parce que pour nous, chaque jour qui passe, c'est pas... J'ai l'émotion qui me vient, quoi. Ce sont des visages, ce sont des frères et des sœurs maintenant. Ce sont les mêmes que nous. Thank you.